Est-ce qu'on peut juste oublier le passé? Cette femme mérite sa vengeance. Quentin Tarantino est souvent considéré comme un maître du remix de la culture pop. Il prend deux tropes cinématographiques auparavant sans rapport et obscurs, les fusionne et en tire quelque chose de plus. Il a créé d'innombrables moments cinématographiques emblématiques et rien de tout cela n'aurait été possible sans sa passion inébranlable pour le cinéma. Cependant, il y a une pièce supplémentaire à ce puzzle, une pièce baignée de sang et alimentée par l'émotion. La raison de son succès se résume en un mot, la vengeance. Nous connaissons tous le récit des débuts dignes d'un conte de fées de l'un des auteurs les plus emblématiques du cinéma. Il travaillait dans un vidéoclub, écrivait des scénarios pendant son temps libre, et après avoir rencontré un producteur lors d'une fête, il a proposé l'idée d'un film de braquage de banque où l'on ne voit pas le braquage. Pour une fois, je suis debout. Orange a été touché. Il est largement connu comme un cinéphile avec une connaissance encyclopédique. Mais derrière ça, c'est aussi quelqu'un qui, de toute évidence, a du mal à gérer sa colère. Les films de Tarantino sont remplis de colère et de ressentiment. Ils exploitent une émotion profondément ancrée en chacun de nous, et une grande partie de ces films canalise cette émotion vers le cinéma de vengeance. Dans le système hollywoodien actuel, les films reposent sur des licences existantes. Mais ce n'est pas comme ça que les films étaient faits autrefois. Ils étaient autrefois approuvés en fonction de leur capacité à exploiter une émotion fondamentale que tous les humains ressentent. La peur, le désir, la haine, l'amour. Ils voyaient une bande-annonce et voulaient vivre la catharsis par procuration, alors ils achetaient un billet. Les films vendaient autrefois la promesse d'une nouvelle expérience. Maintenant, ils vendent le souvenir lointain d'une expérience que nous pensons avoir vécue. La colère est une émotion puissante. L'un des principaux moyens d'exprimer la colère était le genre du film de vengeance. Je crache sur ta tombe, un justicier dans la ville, Madame 45, Foxy Brown, Mad Max. Ce besoin de libération émotionnelle est quelque chose d'endémiquement humain. La vengeance est une sacrée drogue. Et les producteurs de films des années 70 et 80 le savaient et s'en servaient pour attirer le public aux projections presque à l'aveugle. C'est une vieille astuce. Tarantino n'est pas intéressé par les suites ou les remakes de franchises. Enfin, il est nostalgique à sa manière. Django est sa propre version d'une relecture nostalgique. Kill Bill a été influencé par les films de Bruce Lee et Inglourious Basterds est un remix moderne des grands classiques du film de Commando qui était si populaire dans les années 60. Mais tu vois ce que je veux dire. Dans le sens du complexe industriel de la nostalgie, ça ne l'intéresse pas de faire un film avec des violons grandiloquents qui te font dire « Je me souviens de ce truc de ce film que j'ai vu quand j'étais gamin ». Il n'a frôlé la réalisation de franchise que 2 fois dans sa carrière. La première, c'est quand il a refusé de réaliser Men in Black, et la seconde, c'est quand il a développé un film Star Trek indépendant et classé R, qui, évidemment, n'a jamais vu le jour. La carrière de la plupart des réalisateurs aurait trébuché et sombré s'ils avaient refusé de travailler dans cet engrenage métaphorique. Ils ont tous dû faire des compromis, mais pas Tarantino. Il a tracé sa propre voie, en grande partie grâce au fait qu'il sait si bien exploiter cette émotion simple qu'est la colère. Ses meilleurs films mettent en scène ou explorent la vengeance, à la fois comme un mécanisme narratif pour rallier le public au protagoniste. C'est le maniaque. Je lui ai tiré dessus et ce petit con s'est barré en vitesse. Tu veux aller le chercher? Carrément. Et en tant qu'auteur, il sonde les profondeurs de sa propre âme. Parmi ses films récents, environ la moitié aborde le concept de vengeance et l'explore de façon différente et unique. Kill Bill en est l'exemple principal. Le film suit la mariée alors qu'elle cherche à se venger après avoir été laissée pour morte le jour de son mariage. C'est une lettre d'amour au cinéma culte des années 70, à Bruce Lee, ainsi qu'au cinéma de vengeance et d'exploitation de l'époque. Mais c'est aussi autre chose. C'est une lettre d'amour à Uma Thurman. Le duo a créé le personnage de la mariée pendant qu'ils travaillaient ensemble sur Pulp Fiction. Et Tarantino l'a écrite pour elle comme un film taillé pour elle, car il voulait que le monde voie toutes les qualités incroyables qu'il voyait en elle. Cependant, il y a une énergie sombre qui traverse le film. Le duo a tourné. Le film de 2002 à 2003. Et tu veux deviner ce qui s'est passé pendant la même période? Ethan Hawke a trompé Thurman. Tu peux faire le rapprochement et voir que Quentin essayait de convaincre Thurman d'être avec lui. Il est très clair que Thurman ne ressentait pas la même chose pour Tarantino, et quand leur relation s'est détériorée à cause de ces conflits, on a fait l'impasse sur certaines précautions, ce qui a mis sa vie en danger. La légende raconte que Tarantino a demandé à Uma Thurman d'effectuer une cascade de conduite dangereuse comme moyen de se venger du fait qu'elle ne partageait pas ses sentiments envers elle. Et elle a failli mourir. Sous certains aspects, Kill Bill est l'incarnation parfaite de cette idée de vengeance comme exploration plus profonde de la psyché humaine, en raison des dynamiques sociales très complexes en jeu. D'un côté, on sent que Tarantino utilise la vengeance de manière classique, comme dans les films d'exploitation, et d'un autre côté, on a l'impression qu'il exorcise ses propres démons en torturant personnellement Uma Thurman. Tu viens de me tirer dessus avec quoi, bordel? Ce film pourrait bien être le magnum opus de Tarantino à plusieurs niveaux, en partie parce qu'il est évident qu'il écrit sur plusieurs genres qui le passionnent profondément, tout en se confrontant à l'idée que l'amour se mérite difficilement et que lorsqu'il disparaît, cela endommage profondément la vie de toutes les personnes impliquées.
C'est une œuvre fascinante à l'infini et en même temps une tache sombre sur sa biographie personnelle. Inglourious Basterds met aussi en scène une vengeance à grande échelle, mais il s'agit davantage d'un idéal culturel que d'une rancune personnelle. Le film se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et met en scène un groupe de soldats américains envoyés derrière les lignes ennemies pour tenter d'éliminer le chef de l'Allemagne. Le film possède une indignation légitime et une vraie force thématique que la plupart des projets de Tarantino n'ont pas. Je pense que c'est tout simplement mon chef-d'œuvre. Django Unchained adopte une approche similaire. Il reprend le genre classique du western spaghetti, populaire dans les années 60 et 70, et le transpose dans le sud des États-Unis en réimaginant Django comme un esclave affranchi. Il y a certainement une discussion à avoir sur la question de savoir si Tarantino est la bonne personne pour raconter cette histoire, mais vous savez, ce sera pour une autre vidéo. Pour l'instant, nous allons simplement nous concentrer sur sa fascination pour la vengeance. Et alors là, est-ce que Django mérite vraiment son statut de film de vengeance ? Bien sûr, il peut sembler perdre lors de ce qui ressemble au point culminant, mais ensuite il s'échappe alors qu'il allait apparemment être vendu à nouveau comme esclave à un esclavagiste australien joué par Tarantino lui-même. Il y a tellement de choses à analyser ici, et il retourne à la plantation de Calvin Candy, la brûle et obtient sa fin héroïque. En fait, ce film donne l'impression que Tarantino s'insurge contre les injustices sociales du monde. C'est un film qui aborde des thèmes profonds et essaie de les explorer, mais qui pourrait être un peu en deçà. Le Death Muad. Je sais. Death Proof, qui a été présenté à l'origine dans le cadre de l'expérience Grindhouse, est un film d'exploitation rétro autour des muscle cars des années 70. C'est un slasher où le méchant utilise sa voiture comme arme. La seconde moitié du film suit un groupe de femmes déterminées à se venger du cascadeur meurtrier Mike qui a tué l'une de leurs amies. Tarantino a souvent parlé du fait qu'il considère Death Proof comme un échec créatif et il a déploré que le public ne s'y soit pas attaché comme il l'espérait. Sur le papier, c'est une très bonne base pour une histoire de vengeance, mais il manque le fil conducteur émotionnel dont certains de ses autres films axés sur la vengeance ont bénéficié. Évidemment, le scénario de Kill Bill va peut-être un peu trop loin, mais même Inglourious Basterds ou Django donnent l'impression de s'opposer à quelque chose, Boulevard de la mort. Il s'agit de montrer à quel point les anciennes émissions de cascadeurs à la télévision étaient cool et à quel point il est amusant de regarder des voitures rouler. Même si certaines cascades réalisées sont vraiment impressionnantes, le film donne tout de même l'impression d'être pas tout à fait abouti. Alors, comment tu t'appelles ici? Cascadeur Mike. Ce n'est pas que Mike soit ton prénom. Tu peux demander à n'importe qui. Et enfin, Once Upon a Time in Hollywood, une épopée des années 70, qui suit une star déchue et son meilleur ami est cascadeur alors qu'il tente de traverser les derniers soubresauts de l'âge d'or d'Hollywood, tout en affrontant également la montée du culte de la famille Manson. Il te donne exactement ce que tu veux dès le départ et il apporte un baume pour ce que Tarantino considère comme l'une des plus grandes douleurs existentielles de l'histoire américaine. La revanche, c'est « Et si quelqu'un avait été là pour empêcher les adeptes de Manson de faire du mal à Sharon Tate ?» Et si, dans ces moments sombres, tout ce dont tu avais besoin, c'était d'un ami. Donc, d'une certaine manière, le film présente la cruauté habituelle, l'animosité et la colère crasse que l'on retrouve dans les autres films de vengeance, mais il possède aussi une autre dimension. Il tend une main secourable, quelque chose que Tarantino désire manifestement dans sa propre vie, mais qu'il n'a pas. À bien des égards, Hollywood est le film le plus mature que Tarantino ait réalisé, car il possède un message final qui s'adresse réellement à son public. Bien vivre est la meilleure des vengeances. Certes, il y a aussi quelqu'un qui se fait tuer avec une boîte de nourriture pour chien, donc tu sais, garde ça à l'esprit. Il est assez clair qu'avec tout ce temps et ces efforts qu'il consacre à l'écriture, Tarantino a vraiment perfectionné son art. Mais au-delà d'être simplement quelqu'un qui a une voix et qui s'intéresse au cinéma mondial, il est quelqu'un qui a compris comment accomplir l'impossible. Il marche entre deux mondes depuis presque toute sa carrière. Il réalise des blockbusters qui plaisent au grand public, tout en créant des projets salués par la critique et reconnus sur le plan artistique. C'est un sixième sens que beaucoup de réalisateurs de films à gros budget rêveraient d'avoir. C'est à ce moment-là que tu sais que tu as trouvé quelqu'un de vraiment spécial. Tarantino a été très clair sur le fait qu'il ne veut réaliser que 10 films. Il veut avoir une filmographie irréprochable, sans œuvre mineure, et une partie de la façon dont il a pu maintenir ce niveau de qualité, c'est en écrivant sur des émotions qui s'intègrent parfaitement dans des films commerciaux, comme La Vengeance. Mais il semble qu'il écrive sur ce qui l'intéresse vraiment. Il a toujours été un marginal dans le système hollywoodien. Il a réussi à enchaîner les films sans jamais travailler pour une entité plus grande qui aurait voulu brider sa voie artistique. Un facteur clé qui a contribué à cela, c'est que ces films rapportent toujours de l'argent. Tarantino, à bien des égards, est le dernier d'une génération de réalisateurs qui s'intéressent d'abord à créer des œuvres qui reflètent le moment de leur vie qu'ils traversent et qui ne jouent le jeu d'Hollywood qu'en second lieu. Et tout au long de ce processus, il a su devenir le principal auteur d'un genre que très peu de gens ont pris la peine d'explorer ces dernières années. L'ensemble de l'écosystème créatif pourrait en tirer quelques leçons. Mais peut-être qu'il devrait garder son truc avec les pieds pour lui. Ce n'est pas une leçon dont on a besoin d'en savoir plus. Eh bien c'est tout pour cet épisode de Nerdstalgique, qu'en pensez-vous? Avons-nous oublié quelque chose à propos de Tarantino et de sa maîtrise du genre de la vengeance? Et comme toujours, merci de liker et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci.